Bienvenue à nouveau dans Clic, Anne Sinclair. C'est un bonheur de vous retrouver. Vous avez tenu parole, vous êtes revenu. Anne Sinclair, vous publiez La rafle des notables chez Grasset. En vous interrogeant sur la manière dont votre grand-père paternel, Léon Schwartz, a échappé à la déportation, vous avez découvert un chapitre méconnu de la persécution sous l'occupation, la rafle des notables. Qu'est-ce que c'est, la rafle des notables? La rafle des notables, c'est un épisode connu des historiens, connu des spécialistes, mais qui n'était pas connu du grand public, et pas de moi, et qui est la troisième rafle qui a eu lieu en France occupée. Il y en a une en mai, une en août, celle-là est décembre 1941, et elle a eu lieu 6 mois avant la rafle du Veldiv, qui est devenue très emblématique de toutes les rafles. Et c'est la première qui a alimenté un convoi de 500, 600 personnes directement pour Auschwitz. Et c'est la première fois donc que des Juifs de France ont été déportés à travers cette rafle. Et cette rafle a visé un public très particulier qu'on a appelé notable, que les Allemands appelaient influent, qu'on appellerait peut-être aujourd'hui élite. C'était tout simplement des gens qui existaient depuis très longtemps dans la société française, qui étaient dans l'univers de la société française depuis des générations. Mon grand-père, qui d'ailleurs n'était pas influent parce qu'il faisait partie était un petit chef d'entreprise, avait fait la guerre de 14, il y en avait qui avaient fait la guerre de 40, il y avait le frère de Léon Blum, qui était un homme remarquable, qui a été jeté vivant dans un four crématoire à l'arrivée à Auschwitz. Il y avait Pierre Masse, qui était une grande figure du barreau et qui avait été sénateur, qui avait été au cabinet de Clémenceau. Donc il y avait des gens là-dedans, justement, des présidents de cour d'appel, des présidents de cour de cassation, etc., qui se demandaient ce qu'ils faisaient là. Est-ce que selon vous, l'histoire se répète ou elle bégaye? Ni l'un ni l'autre. Je crois que les choses ne se répètent jamais à l'identique. Dieu soit loué. Enfin, en tout cas, la nature humaine ne change pas. La nature humaine ne change pas et la Shoah n'a pas été définitive pour toutes les exterminations. Souvenons-nous à la fois des Khmers rouges, exterminés par des Khmers rouges exterminant leur propre peuple. Souvenons-nous du Rwanda. Enfin, donc, il faut toujours faire très attention aux signes annonciateurs. Alors là, il n'y a pas la même chose. Il y a un réveil de l'antisémitisme, mais qui n'est pas comparable, en tout cas en Europe occidentale. Il n'y a surtout pas d'antisémitisme d'État, comme il y en avait à ce moment-là, bien sûr, en France occupée. Et on n'est surtout pas occupé et envahi. Mais pour tout dire, moi, j'ai voulu faire ce livre que mon grand-père, c'est tout à fait anecdotique. Vous dites que vous êtes hantée depuis l'enfance. Oui, je suis hantée par toute cette histoire et plus ça va, moins je comprends. Parce que c'est pas atteignable à la raison, comment des hommes ont fait ça à d'autres hommes. C'est juste, plus ça va, je ne comprends pas le cheminement. Et surtout, c'était pour rendre hommage à tous ceux qui étaient dans cette rafle et dans ce camp de Compiègne, qui était un camp nazi à 70 km de Paris, et qui avait toutes les caractéristiques du camp nazi, sauf qu'il n'y avait pas de chambre à gaz et pas d'extermination, mais la mort par la faim, par le froid, par la maladie, par les mauvais traitements, avant de prendre le train vers les chambres à gaz. Et surtout parce que, voilà, c'est une histoire collective que j'ai découverte. Ça aurait été juste mon grand-père qui serait trouvé là-dedans, je n'aurais probablement pas raconté et gardé l'histoire pour moi, mais j'ai trouvé cette rafle et ce camp dont j'ai eu envie de parler. En tout cas, vous le racontez avec brio. C'est un devoir de mémoire. C'est un livre qui se lit très très vite. Le sujet est très grave, mais en fait, c'est écrit avec passion et on n'est pas dans le pathos. Comment est-ce que vous avez réussi à éviter ça, en fait? D'abord, parce que j'ai un peu respecté la volonté de ceux qui ont survécu ou qui ont laissé passer des traces de leur passage, en disant que ce n'était pas exactement la même chose que la vie dans les camps d'extermination de Pologne ou d'Allemagne. Donc je ne voulais pas en rajouter. Et par ailleurs, je trouve qu'on n'a pas besoin de pathos sur ces sujets, que la vérité froide, clinique, aussi bureaucratique que les Allemands ont voulu qu'elle soit, est suffisante. On va faire un tour dans l'actualité du jour. On vous a demandé à Émilie, Clément et vous, Anne Sinclair, une image qui vous a marqué. Et vous avez choisi de nous parler du professeur Didier Raoult. Oui, il ne faut pas parler du professeur Didier Raoult parce qu'on en a à la fois assez parlé, mais j'ai vu des extraits, je n'ai pas regardé tout, mais j'ai vu des extraits sur l'interview avec Pujadas sur LCI. Alors on regarde tout de suite et on en parle. Oui. Vous utilisez des mots que les gens utilisent, randomisation, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire vraiment. Pourquoi vous n'avez pas mené une telle étude avec un groupe témoin
Non, mais et avec un placebo, et puis avec un groupe que vous traitez non, mais avec votre traitement. Mais parce que moi, écoutez, je vais vous dire, encore une fois, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Donc je vais essayer de vous le dire. Bon, je trouve qu'il y a une sorte de mépris formidable et de mégalomanie associée, que c'est pas vraiment une démarche très très scientifique pour un scientifique qui se dit grand et que je crois que c'est un bon virologue. Je trouve que il aurait accepté des expériences qui ont eu lieu dans le monde entier et là qui sont concordantes partout, qui démontrent que son intuition n'était peut-être pas aussi géniale que ça. Il ne supporte pas les remises en cause et quand il dit vous ne comprenez pas ce que je dis, et quand il parle de Véran ou même de Pujadas en disant vous voulez qu'on fasse un sondage de crédibilité, je connais peu de scientifiques qui soient aussi soucieux de leur crédibilité. En fait, c'est Star System. Clément, vous pensez juste qu'il a pris la grosse tête, en fait? Peut-être qu'il l'avait avant, moi je ne le connaissais pas, mais il a peut-être toujours eu, mais surtout une sorte de mépris pour le monde entier que je trouve insupportable. Clément, aujourd'hui, toi, tu voudrais parler de Stop Covid. Mais oui, la fameuse application de tracing du gouvernement qui vient d'avoir été autorisée par le Parlement hier. Et pourtant, elle continue de poser des questions, à la fois des questions de sécurité et d'efficacité. C'est là-dessus que je voulais revenir. Des questions de sécurité d'abord. Il y a un grand bug bounty qui a été lancé, c'est-à-dire un appel aux hackers de faire des recherches pour voir si l'application est fiable. Et regardez ce tweet d'Elliot Alderson, qui est un hacker très suivi sur Twitter. Il a plus de 220 000 abonnés. Bilan après le bug bounty. Au bout de quelques heures, à votre place, je n'installerai pas l'application. Voilà pour la sécurité. Et le plus important, c'est surtout peut-être l'efficacité. Il y a Marie Turcan, une journaliste de Numérama, qui a publié un article intéressant qui s'appelle « Dans quel cas l'application Stop Covid est-elle efficace ?» Elle envisage la situation où deux personnes se croisent dans la rue, dont l'une est porteuse du Covid. Alors bien sûr, il faut déjà qu'elle ait été diagnostiquée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et ensuite, il faut que les deux personnes aient un smartphone, c'est-à-dire 77% de la population seulement, que les deux personnes aient connaissance de l'existence de l'application, que les deux personnes souhaitent s'en servir, qu'elles aient toutes les deux téléchargé l'application, qu'elles se soient rencontrées en ayant l'application active et enfin que la technologie Bluetooth fonctionne, ce qui n'est pas le cas dans 20 à 25% des cas. Bref, il y a en pratique de très sérieux doutes sur le fait que cette application permette efficacement de lutter contre la propagation de l'épidémie. En revanche, comme le rappelle la Commission nationale consultative des droits de l'homme, elle continue aujourd'hui de poser des questions en termes de liberté publique. Ils auraient dû le faire sur les Nintendo Switch. Ça marcherait peut-être mieux. Ça marche mieux. Émilie, tu voulais nous parler d'une une magnifique du Time. Oui, qui a fait date et qui date de 2015 et justement qui parle de l'histoire qui se répète. Elle a d'ailleurs été reprise par les réseaux sociaux pour y accoler la date de 2020. En fait, le magazine à l'époque s'interrogeait sur qu'est-ce qui a changé entre 1968, la date de l'assassinat de Martin Luther King, entre 2015, la date de la mort de Freddie Gray, 25 ans après un contrôle de police qui avait donné lieu aux émeutes de Baltimore, et celle de George Floyd en 2020. Apparemment, trop peu de choses ont changé, à tel point que CNN s'est emparé de ça en disant les deux crises majeures aux États-Unis, c'est le Covid et le racisme. Et évidemment, ça rappelle le rôle très important de la presse en tant que gardien de la mémoire collective pour rappeler que ce ne sont pas des épisodes isolés. En effet, cette histoire est quand même très emblématique. Enfin, on sait surtout que la majorité des contrôles violents ont lieu sur une population noire et que les policiers blancs, d'ailleurs, je pense, ont été sanctionnés durement. Enfin, ils ont été licenciés. Mais enfin, c'est un épisode insupportable. Et d'une manière générale, la communauté noire vient de payer un lourd tribut, aussi au Covid. Donc il faut savoir que ce genre de crise s'attaque généralement aux plus faibles et aux plus démunis et à ceux qui sont le plus exposés. Et la population noire des États-Unis a payé plus cher relativement que sa proportion dans la population. Est-ce qu'en France, une remise en question est possible? On a l'impression qu'à chaque fois qu'on pose sur la table le sujet des violences policières en France et du racisme, on a tout de suite un dialogue impossible. Écoutez, c'est toujours les mêmes. À la longue, il faudra parle bien. Et c'est toujours les mêmes qu'on n'entend pas. Il faudra bien qu'il y ait un certain nombre de remises en cause et des techniques du maintien de l'ordre et puis des techniques policières dont je ne veux pas du tout dire qu'elles sont en France racistes. Je ne veux absolument pas dire ça. Il se trouve qu'il y a des débordements et des contrôles qui sont abusifs. Ça fait
30 ans qu'on parle de contrôle aux faciès. Je me souviens du temps de Pasqua. Déjà, il était remis en cause pour ça. Donc, il faudrait en effet que ça change. Vous me direz, aux États-Unis, ça fait 50 ans qu'on parle des mêmes problèmes. Et donc, en France aussi, des gens sont morts lors de contrôles policiers. Voilà. Et donc, il y a aussi des gens qui sont morts à cause de violences qui n'étaient pas des violences policières. Hein. Aussi, soyons francs. On a parlé du professeur Raoult. On va parler dans un instant de Jean-Marie Bigard dans Les Points sur les i. J'aimerais qu'on parle du philosophe Michel Onfray, qui va créer sa revue, qui sortira en juin. Ça s'appelle Front Populaire. Déjà, première question sur l'utilisation du nom Front Populaire. Qu'est-ce que ça vous évoque? Que le Front Populaire est un beau mot, est une belle formule et historiquement une grande période. Et que je ne suis pas sûre que tout le monde puisse s'approprier Front Populaire. Surtout quand c'est aussi ambigu. Et je crois que ce qui caractérise Michel Onfray, c'est qu'il a un parcours qui était intéressant. Quand il avait fait l'université populaire à Caen, il avait en effet une initiative qui était très intéressante, qui était de dire je vais essayer d'apporter de la pensée et de la réflexion à ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller sur les bancs de l'université. Là, en l'occurrence, sa dérive sémantique et idéologique paraît assez claire, mais c'est assez fréquent. Vous savez, c'est les dérives qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, et en tout cas qui se rejoignent. Ça s'est passé beaucoup de fois dans l'histoire, avant l'affaire Dreyfus, après l'affaire Dreyfus, dans les années 30, souvenons-nous de Marcel Déat et de quelques autres. Donc c'est une dérive assez commune dans l'histoire. Michel Onfray dit qu'il ne roulerait pas pour Marine Le Pen, mais Marine Le Pen a salué. Oui. Mais il ne roule pas pour Marine Le Pen, mais il roule pour des idées et toute cette rhétorique et tout ce climat qui se veut tellement anti-système. Mais ça veut dire quoi, être anti-système? Quel est son système à lui? On a le droit d'être contre le système de Michel Onfray. Est-ce qu'il y a un écho avec la rafle des notables? Non, je ne ferai justement pas de parallèle. Il n'y a aucun écho. Il y a simplement des réflexes. Vous voyez, pendant l'histoire du Covid, qu'est-ce qui m'a profondément choquée? Et là, il y a un écho. C'est que dans certains immeubles où il y avait des infirmières ou des médecins qui travaillaient, des soignants en tout cas, qui travaillaient dans des hôpitaux à soigner des gens du Covid, ils ont été dénoncés. Eh bien, ce réflexe-là, il a été minoritaire, heureusement. Les gens ont été très solidaires. Mais ce réflexe-là, ça ressemble à des lettres qui ont été envoyées à l'époque à la Gestapo. Enfin, c'est la part la plus sombre de l'humanité. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Dans les parts lumineuses, c'est quoi, vous, de Jean-Marie Bigard qui commence à parler de présidentielle? S'il faut en penser quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir un avis sur tout, y compris sur ceux qui se proclament, en effet, représenter le peuple, qui est en effet, comme l'a dit très bien Clément, qui n'est pas une entité en soi. Moi, il y a autre chose qui m'a interpellée quand j'ai entendu Jean-Marie Bigard, c'est qu'il a dit doctement, vous avez remarqué que Parlement et gouvernement, ça se termine par ment, donc ça veut dire qu'ils ne disent pas la vérité. Alors là, je me suis dit... Et quel boniment, quel ensauvagement, quel moment. Non, mais attendez, du calme. Est-ce que le président Macron aurait dû lui passer un coup de fil? C'est un choix. Je pense plus sérieusement que Macron a peur d'une candidature qui serait hors système, comme Beppe Grillo, comme ce que j'allais dire. Il y a une Zelensky, peur. etc. Il y a aujourd'hui des gens qui se disent justement hors système et qui peuvent être candidats. La peur d'un scénario Baron Noir. Ouais, c'est ça. Oui, mais sans spoiler la saison 3 disponible sur MyCanal. Excellent, super. Excellent. Excellent. La seule différence, c'est que je ne suis pas sûre qu'on combatte cette peur-là en allant sur leur terrain. Moi, je pense, je vais vous parler de trucs de vieux, là, mais quand Romano Prodi a décidé de battre Berlusconi, il est allé dans l'hyper sérieux, il est allé dans l'hyper européen, il est allé dans l'hyper compétent, et il n'est pas allé sur le terrain de Berlusconi. Donc je pense que c'est pas forcément judicieux. Enfin, voilà. Est-ce que vous pensez que la vague de la Covid aura raison des mouvements populistes qui n'ont pas très bien géré cette crise? On voit Trump, on voit Bolsonaro, on voit Boris Johnson. Oui, enfin Boris Johnson ne l'a pas si mal géré.
archi trompé. Il a fait marche arrière, notamment parce qu'il a attrapé le Covid. Moi, je dis le. Et du coup, il a quand même la confiance de son peuple, ce qui montre que c'est très évanescent, le problème de la confiance. C'est très subtil et très compliqué. Non, je pense que ça ne profite pas immédiatement aux forces dites populistes du champ politique. Mais ça profitera d'une manière générale, je crains, à des tas d'envolées du style de ce qu'on entend. Et puis, ce qui fait le plus peur, c'est que c'est après la crise sanitaire, ça va être la crise sociale. Vous avez une connaissance des États-Unis. Est-ce que vous pensez que Trump sera réélu ? Je souhaite tous les matins que non. Je pense que j'ai du mal à comprendre comment un peuple qui est un grand peuple peut voter pour un homme qui dit écoutez, on devrait se faire des injections au Javel. Enfin, ça me sidère, quoi. Ça m'étonne. C'est pas possible. Mais c'était déjà pas possible en 2016. Mais là, au bout de 4 ans, ça me semble encore moins possible. Mais on est toujours démenti quelquefois par le peuple. Il y a un adversaire sérieux en face de Trump ? Biden est un homme tout à fait convenable. Il est peut-être pas extraordinaire, peut-être pas génial. J'aimais mieux Obama que Biden, mais bon, au moins il est cohérent, il est normal, il est normalement irrigué du cerveau.